Bonjour, aujourd'hui on va parler de la monnaie. Je ne pourrais pas parler de la monnaie de manière exhaustive, non exhaustive, pardon, de manière complète dans l'histoire du capitalisme parce que ça aurait alourdi le propos. Je voulais parler de la monnaie à part. Je voulais d'abord parler de sa sœur, la bourse, avant d'amener sur ce sujet parce que c'est le sujet central en fait. C'est le cœur nucléaire de pas mal de nos problèmes. C'est stratégiquement en fait dans la lutte entre les peuples en recherche de liberté et le système qui leur propose un confort à condition qu'il soit contrôlé. C'est ça, hein, c'est essentiellement ça la lutte qu'on a. Toute l'humanité, enfin toute l'histoire de l'humanité te montre une lutte, un curseur entre la liberté et le confort, sachant que lorsque je vais dans un système où on me propose le confort, on m'enlève autre chose, on m'automatise, on me robotise, je n'ai plus d'âme. Tout dépend de où j'ai poussé le curseur. Dans cette lutte, on va voir que la monnaie, voilà, c'est un des terrains de combat les plus stratégiques. Il n'y a pas de société sans monnaie. Il n'y a pas de société. Si, tu peux rassembler des gens, mais ça ne formera pas forcément une société telle qu'on l'entend. Si tu peux envisager, oui, effectivement, tu peux envisager des regroupements de gens qui s'échangent des informations, ou qui s'échangent de la poésie, ou qui s'échangent ce que tu veux, et qui troquent leur bouffe. Ce sera des petites sociétés. Ceux qui préconisent le troc, si on a abandonné le troc, c'est pas pour rien. Je veux dire, je viens avec 3 poules, je t'achète 2 litres de lait, du maïs, ok, mais c'est pas pratique. Et si je veux pas de maïs et de lait, et si je veux acheter autre chose, et si c'est pas présent, le troc c'est pas pratique. Et puis il faut les garder les poules. Et puis les poules elles peuvent mourir, ton argent meurt. Tu comprends ce que je veux dire? La monnaie a été inventée justement pour pallier à ça. Tu ne peux pas créer une économie avec des millions de gens avec le troc, c'est pas possible. La monnaie elle a un effet démultiplicateur de richesse qui permet de faire rentrer un maximum d'agents économiques. C'est ça l'intérêt de l'économie, hein, c'est que chacun devienne un acteur et un agent économique qui permettent de faire tourner ces globules rouges que sont ces sommes, cet argent, cette monnaie. Le troc, il n'y a pas de valeur refuge dans le troc. La monnaie doit répondre à certains impératifs. Elle a été créée pour ça. Il n'y a pas de valeur refuge dans le troc. Quand tu touches de l'argent, tu peux le mettre dans ta poche et puis tu peux attendre le bon moment pour acheter. Ton salaire, ce que tu as gagné, ton pouvoir d'achat, il est toujours là. C'est ça une valeur refuge. Ensuite, tu peux acheter, c'est une valeur d'échange. Tu peux aussi, grâce à l'argent, tu peux estimer le prix des biens et services autour de toi sans avoir à passer par 3 poules. 3 poules contre 2 bâtons de maïs, ok. Ok. Mais hein, tu fais comment? Si tu veux acheter une voiture, ah bah là, avec l'argent, tu as une unité de compte. Ça a été créé pour ça. L'argent a été créé par le peuple pour le peuple. L'argent appartient au peuple. L'argent fait partie de la liberté du peuple. Peuple ou zone. Parce qu'on peut trouver la zone française, le franc CFA, le Commonwealth, la zone sterling. Mais ça rassemble quelque part une sorte de peuple ou des peuples autour de valeurs communes. Lorsque tu as une zone où on utilise de l'argent en commun, comme l'euro, l'Europe, on a beau dire, bon, les Européens sont différents, il n'y a pas une Europe, il y en a 4, mais bon, il y a quand même des points communs entre les Européens. Tu reconnais un Européen, et pas seulement parce qu'il est blanc. D'ailleurs, ça veut rien dire, parce que il y en a qui ne le sont pas. Enfin bref, la monnaie, c'est aussi une histoire de confiance. C'est la monnaie d'un peuple, d'un groupe à la culture commune. C'est un outil qui est 100% liquidable. Si j'ai une action, il faut que je la revende pour avoir de l'argent pour acheter quelque chose. Si j'ai de l'argent, j'achète directement quelque chose. Il n'y a pas plus liquidable, comme on dit. Il y a des actifs économiques. Pour te donner une idée, tu as un immeuble, c'est dur à liquider. Tu as des actifs comme des bons au trésor que tu peux facilement sur un appel, tu appelles ta banque, tu appelles ton trader, ton agent de change, tu peux le revendre. C'est facilement liquidable. Bah, l'argent c'est 100% liquidable, puisque le but c'est de parvenir à ça. On a longtemps eu je te rassure, je te fais pas l'historique de la monnaie. Tu as par exemple un excellent reportage que tu trouveras aisément sur YouTube qui s'appelle L'argent dette, qui t'expliquera les fondements de notre monnaie. Il y a d'autres fondements. Et ça, on le verra dans une autre vidéo, parce qu'il va falloir que je prépare ça. Je te parlerai de la monnaie libre et d'autres systèmes, d'autres alternatives. Et ouais, la monnaie à la base, c'est comme la géométrie, c'est comme les maths. Je sais pas si tu me comprends.
faut partir d'un axiome. Il n'y a pas d'absolu. Alors là, l'axiome, ça a été pendant très longtemps des pièces d'un métal de valeur, soit l'or, soit l'argent. Ensuite, ça les historiens te le montrent, quand tu étudies une civilisation, pour voir son déclin ou son apogée, tu regardes la monnaie, comment est constituée sa monnaie. Et tu verras que le métal est de moins en moins précieux lorsque ce régime, cette civilisation décline. On le voit avec Rome par exemple. Hein. Les pièces romaines à la fin, c'était ni de l'or, ni de l'argent, ni... voilà. La monnaie, c'est une histoire de confiance, puisque même en admettant qu'on revienne au système qui a toujours fait les civilisations avant qu'arrive ce mal qui est la finance, cette ultra-finance, mais basé sur l'or. Ok, mais pourquoi l'or c'est précieux? Tu t'es posé la question. On a décidé un jour que pour tous les humains, l'or était précieux. Pourtant, il y a des tonnes et des tonnes d'or. Je veux dire, en quoi je dois accorder ma confiance dans une pièce, voire maintenant, puisque la monnaie est fiduciaire, dans un billet, juste parce qu'on me dit tu auras tant d'or. Mais l'or, finalement, moi j'aurais aimé, tu vois, on peut imaginer d'autres axiomes. Moi j'aurais aimé qu'on me dise avec cette pièce, tu auras tant de litres de lait, parce que les litres de lait, je pourrais les boire et rester en vie, alors que l'or, je peux pas le manger. Tu vois, même ça, moi, ça me pose problème. Et donc, il faut tenir compte du fait que la monnaie, c'est une histoire de confiance à la base. On est passé des pièces de l'indexation aux métaux précieux, petit à petit. On est passé d'une monnaie qui aussi montrait qu'il y avait une autorité centrale, la nation, le roi, l'État. C'est un pouvoir régalien, c'est un pouvoir du roi, c'est un pouvoir de la République, c'est un pouvoir d'un peuple, d'une nation. C'est-à-dire un peuple plus un territoire. C'est l'outil du peuple qui a été créé par le peuple et qui est le plus adapté pour lui permettre de s'enrichir et d'exister en tant que peuple. Parce que l'économie permet tout le reste. L'économie permet l'exploitation des ressources, permet de faire vivre, permet d'organiser. C'est cette monnaie donc qui est devenue fiduciaire petit à petit, c'est-à-dire qu'elle s'est déconnectée des pièces pour devenir des billets. On a vu les plus connus en France, c'est les assignats de John Law, à mi-chemin entre le billet de banque et l'action facilement liquidable. Une sorte de titre au porteur. Ça a donné ce que ça a donné, il n'y avait pas la confiance. Néanmoins, les billets arrivent. On a déjà une première déconnexion réelle. Des billets qui te permettent d'avoir du métal précieux, alors qu'avant tu avais des pièces faites de ce métal précieux. L'histoire de la monnaie, elle est reliée à l'histoire de la banque, l'histoire des bancs, des changeurs, l'histoire des orfèvres qui achetaient des armoires blindées pour garder tes bijoux et ton argent. Donc le change de monnaie a été important puisque à une certaine époque, tu avais autant de monnaie qu'il y avait de régions, de sous-régions, qu'il fallait à un moment donné pour organiser une activité économique qui était laborieuse, une société féodale, il fallait des changeurs. De toute façon, les changeurs, on en parle même dans la Bible. Et le terme banque vient des bancs des changeurs, où ils s'installaient, ils te changeaient ta monnaie, ils faisaient un petit bénéfice. C'est les premiers financiers, c'est la première activité bancaire. On te changeait l'argent, ensuite on s'est mis à les garder, etc. Tout ça, tu le trouves sur Internet. C'est pas intéressant de revenir dessus. Mais il fallait quand même que je l'évoque pour comprendre que tout de suite après la monnaie, il y a eu la banque. Banque de dépôt. C'était pas la banque de... Et les banques centrales comme la banque d'Angleterre et la banque d'Amsterdam sont arrivées pour réguler ce système et pour te dire quelle est la monnaie la plus importante pour donner des garanties. La monnaie, c'est une histoire de confiance. Et l'économie, le business, c'est aussi une histoire de confiance et de sécurité juridique. En t'installant un roi, des lois, une banque centrale qui organise ton commerce, qui régule, qui pratique la réescompte, on en a déjà parlé, et qui te... Voilà, tu peux commercer. Et plus tu commerces, plus le pays s'enrichit. C'est ce qu'on a vu avec les temps modernes. Parce que là, il y avait une monnaie, il y avait une confiance en la monnaie, c'était l'or qui arrivait. Il y avait quelque chose. Et donc, monnaie, banque. Dans la vidéo précédente, je t'ai montré aussi comment la banque devenait la haute banque et la finance arrivait et elle commence à s'installer, à rendre service, à s'imposer petit à petit.
On a une monnaie fiduciaire et tu vas voir qu'aujourd'hui, à l'heure où je te parle, la monnaie, elle est à 95 ou 96% scripturale. Les billets et les pièces que tu as, c'est quasiment rien de la masse monétaire qui est créée. La principale création monétaire, on va le voir, c'est le crédit. Quand une banque te fait un crédit, par un jeu d'écriture, scriptural, écriture, elle te met une somme équivalente au crédit qui t'a été accordé sur ton compte. On crée de la monnaie. C'est la principale création monétaire. Elle est basée sur de la dette. Voilà pourquoi, voilà, ils ont intérêt à nous endetter. Tu vas voir que le terme dette va revenir à plusieurs reprises. C'est pas une chaîne que tu as, c'est trois. Plus les banques prêtent et donc endettent des gens, plus on peut créer de la monnaie qui peut assister l'activité économique qui monte. Ça débarque quand même sur un endettement et pas un enrichissement. Lorsque j'ai une idée et je croise un ami qui a une idée, on dit en discutant, on repart chacun avec deux idées. Là, il y en a toujours un qui gagne sur l'autre. Sans te parler aussi du crédit qui suppose un taux d'intérêt, donc ce taux d'intérêt-là assèche la masse monétaire et donc on doit créer encore plus de masse monétaire et comme on crée que par le crédit, il y a d'autres opérations pour créer. Mais on va poursuivre et je vais revenir sur ce point qui n'est pas un point de détail. La monnaie, c'est un pouvoir régalien, c'est un levier économique. Tu as ce qu'on appelle le droit de seigneuriage. Si tu émets ta monnaie, elle te coûte rien à toi. C'est un peu le scandale qui est dénoncé depuis 30 ans, le scandale américain. Ils émettent leur propre monnaie qui est monnaie internationale. Donc finalement, ça lui coûte le prix du papier au final. Bon, après, c'est un peu plus compliqué que ça, mais on n'en est pas loin. C'est un levier économique, ta monnaie. Ta monnaie, si tu peux la créer, tu peux te refinancer. Tu peux financer tes grands travaux. Tu peux te reconstruire. Mais si tu en fais trop, tu as l'hyperinflation. C'est ce qui tuera le système. L'idée des banques centrales et l'idée d'enlever la monnaie aux États, elle n'est pas venue comme ça. Il a fallu c'est toujours pareil. Le problème, on en tire un enseignement et on propose la solution qu'on veut proposer depuis le départ. Vous allez voir, on va retrouver ça aussi. Mais je ne dis pas qu'ils ont provoqué des crises pour t'amener à rendre le pouvoir monétaire. Je dis juste que ça a entraîné ça. Un État qui veut vendre plus, il peut dévaluer. Il peut réduire sa masse monétaire. Il peut jouer sur l'inflation. Le pouvoir monétaire est l'un des pouvoirs qui peut réguler l'économie, qui peut faire que ton économie aille mieux. Ben, ce pouvoir-là, ni les États, ni les États qui les représentent ne l'ont aujourd'hui. Dans beaucoup d'endroits du monde, la France n'a plus de pouvoir monétaire. C'est la BCE, c'est la Banque Centrale Européenne qui décide des volumes, qui décide de tout un tas de choses. Et la planche à billets est interdite. Même pour la BCE, sauf dans certains cas, la planche à billets est interdite. C'est l'article 123 du traité de Lisbonne. La création monétaire à l'heure d'aujourd'hui n'appartient pas au peuple, mais à des privés. La monnaie n'est plus entre nos mains. Alors on a donné à la banque la monnaie. On lui a donné nos vies aussi. Bah, petit à petit, la banque s'est imposée. Les comptes obligatoires, moi je les ai vus arriver, les comptes obligatoires. Moi quand j'étais petit, les gens n'étaient pas obligés d'avoir un compte. Hein. On te faisait un chèque, tu allais à la banque, tu retirais ton argent. Bah, là, on a forcé les gens à poser leur argent quelque part. Ce quelque part n'étant plus sous leur contrôle. Bah, tu le vois à Chypre, hein, dès qu'ils ont un problème, ils prennent ton argent, ils te disent bah oui, mais c'est comme ça. Et ils ont volé les épargnants, les mecs. Un gars comme c'est vicieux, monnaie scripturale, jeu d'écriture plus dépôt de ton argent dans une banque, fait qu'ils contrôlent ta vie. Ta vie, ils savent quand tu achètes, ils savent ce que tu achètes, ils savent comment tu vis, ils peuvent te bloquer ton argent, qui est de plus en plus déconnecté au réel, c'est un jeu d'écriture. Ils peuvent t'empêcher. Tu n'as plus le contrôle de ta vie. Alors que si tu as de l'or, tu peux le cacher, tu peux acheter avec les particuliers, l'État ou le pouvoir bancaire, le pouvoir privé, Mamoun, hein, on va l'appeler comme ça directement, n'a plus le contrôle sur toi. La banque, petit à petit, voilà, s'est imposée jusqu'à posséder la création monétaire, donc diriger les États et diriger les peuples par les États, et contrôler aussi le particulier qui compose le peuple, par le biais des comptes obligatoires, de la monnaie scripturale, de la monnaie dématérialisée.
Quand tu n'as plus de pièces de billets, que c'est d'autres qui gèrent ton portefeuille, tu es sous leur contrôle. Tu es sous le contrôle des banques à deux titres. Un, parce que en tant que peuple, tu ne peux pas créer ta propre monnaie, tu dois emprunter sur des marchés financiers. La banque t'a enlevé ton pouvoir pour t'emmener vers sa sœur prostituée, la bourse. Et là, tu vas emprunter. Un État comme l'État français aujourd'hui ne peut pas émettre un volant de monnaie supplémentaire pour financer des grands travaux et ensuite récupérer cette monnaie, jouer sur l'inflation, qui est aussi un outil, qui peut être un outil. Non, elle doit aller sur les marchés publics, privés, pardon, emprunter, comme si tu allais emprunter à Finaref, parce que tu ne peux pas finir le mois. Ces marchés-là, en plus, je te la fais vite fait, les taux sont déterminés très souvent par les agences de notation qui sont américaines. Donc si tu ne fais pas la politique américaine, des agences de notation qui te notent comme ça, hein, c'est très politique, peuvent dégrader ta note. Tu passes de A à B, et ça te fait augmenter de 3-4% ou de 1% ou de 2% ton taux d'intérêt. C'est des milliards en plus que ton peuple paye. Première chaîne, la chaîne Babylon System, la chaîne de la vampirisation d'un peuple. On lui enlève son pouvoir monétaire, on l'oblige à venir emprunter et donc à payer un taux d'intérêt. On lui a mis une chaîne qui est sur lui à vie. Ça a donné la crise de la dette publique de 2011, où on s'est rendu compte, voilà, première chaîne. Deuxième chaîne, on prend le compte de chaque particulier, on le gère, on le dirige, on lui enlève des frais, on fait ce qu'on veut, on est une banque. Si tu n'es pas content, c'est la même chose, le compte est obligatoire. Deuxième chaîne sur le particulier qui compose le peuple. Et aujourd'hui, puisque moi j'ai connu l'époque où on nous donnait la carte bleue, où on nous donnait ces trucs-là, pour nous habituer, c'est comme Internet au départ, on te l'a vendu gratuitement, pour ensuite te récupérer, pour te ferrer comme un poisson, on t'a ferré, on te laisse, on te donne de la ligne, tu t'en vas, tu t'en vas, tu t'en vas, et à un moment donné on te récupère. C'est comme ça qu'ils procèdent. Pour les cryptos, c'est la même chose. C'est toujours la même technique. Voilà pourquoi le sujet est primordial. Sans compter que maintenant, en plus, la monnaie, et on va le voir là, on va faire quand même un peu d'historique, elle est dématérialisée, elle est déconnectée du réel, c'est-à-dire des flux économiques réels, puisque tu peux spéculer sur la monnaie, puisque tu n'as pas le pouvoir sur la monnaie, parce que c'est devenu une valeur. C'était un outil financier, la monnaie. C'était de l'argent, c'est devenu une valeur, c'était une richesse. C'était la représentation, c'était l'unité de compte d'une richesse, c'est devenu une valeur. Tout ce qui touche ces gens, ils le transforment en quincaillerie. C'est des valeurs, mais il n'y a rien derrière. Les startups en 2001, la bulle explose. Qu'est-ce qu'une startup? Qu'est-ce que ça a apporté? Rien. C'était des sommes d'argent qu'on te balançait comme ça, on ne les voyait même pas. La spéculation sur le cours des matières premières. Quand est-ce qu'il y a spéculation? Lorsque les flux financiers sont déconnectés du réel. Lorsque tu te mets à acheter et vendre alors qu'il n'y a rien qui circule vraiment, il n'y a rien qui se crée, il n'y a pas de boulot qui se fait. C'est ça la spéculation. Et c'est l'un des outils aussi pour tuer une société. Avec le taux d'intérêt usuraire, forcer les gens à emprunter. Je parle bien de taux d'intérêt usuraire. Il y a des taux d'intérêt qui se comprennent, qui s'expliquent, à mon sens. La banque s'est emparée de la monnaie et elle nous a livré à sa sœur la bourse pour nous endetter. C'est imposé comme un péage entre toi et les échanges internationaux, entre toi et ta liberté. Voilà. C'est un pays qui est apparu, qui a permis tout ça, c'est les USA, mais pas que, c'est l'Angleterre surtout, qui a ce droit de seigneuriage, c'est-à-dire l'avantage financier de l'émetteur. Aujourd'hui, la monnaie, je me répète, mais c'est important, c'est ni des pièces ni des billets, c'est même pas une nation, c'est 95% de jeu d'écriture, une création basée sur la dette, l'endettement des particuliers, alors que ça n'a pas toujours été comme ça. Jusqu'à 1914, et là tu peux lier avec ma vidéo sur le capitalisme, tout le 19e siècle, l'Angleterre prédomine, elle a un empire, elle commerce, elle a un empire de 500 millions de kilomètres carrés, de 500 millions d'habitants, pardon, de 33 millions de kilomètres carrés. Hein, on disait de Victoria que le soleil ne se couchait jamais sur son empire. Elle est numéro un. Il y a des marchandises, ça circule. Hein. Rappelez-vous, le capitalisme, c'est surtout des liens, des échanges. Elle dirige, sa monnaie dirige, c'est sa monnaie référence. Enfin, la monnaie référence, c'est la livre. Il y a des monnaies que tu peux convertir en or, comme la livre, comme le franc, et d'autres non. Mais avec ces monnaies-là, tu essayes d'acheter de la livre. La livre, c'est l'Angleterre, c'est l'économie anglaise. On sait qu'il y a de l'argent, on sait que ça ne peut pas s'écrouler comme ça, on sait qu'ils sont fiables.
On a confiance, donc la banque est toujours utile, la bourse est toujours utile, hein, c'est le 19e, c'est le début 20e, enfin c'est le 19e jusqu'à 14. On est dans le capitalisme adulte, et le fait d'avoir confiance en la monnaie permet des échanges internationaux, ça commence, hein, ça commence vraiment. Nous, on est né dans la mondialisation, mais eux, ils démarraient. Hein. Les transports n'étaient pas au point, les communications n'étaient pas au point, mais voilà, tu vois, par exemple, pour aller aux USA, tu mettais un mois, 2 mois. Là, maintenant, tu mets quoi? Tu mets quelques heures. Mais comme on a confiance en une monnaie commune à tous, on sait que la livre, voilà, c'est quelque chose de solide. Il y a le développement du commerce international. Le capitalisme adulte, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sert l'humain. Il y a une hausse du niveau de vie, même s'il y a de la misère, il y a des morts, mais il y a quand même une hausse du niveau de vie moyen. L'économie sert l'homme. Et tout ceci dure jusqu'en 14. La guerre de 14, qui là, j'ai envie de dire pour le coup, ça n'a pas été une purge du capitalisme, mais ça a surtout été une purge du nationalisme, avec quelques revanches, hein, quelques matchs retour, hein, France-Allemagne, et une Angleterre qui ne voulait pas qu'un autre leader apparaisse, donc elle a toujours joué la rivalité continentale. Donc à l'issue de la guerre de 14-18, les pays sont ruinés. Quand il y a une guerre, en général, ta monnaie, on s'en méfie un petit peu. On te demande de payer en or ou de payer en quelque chose qui est une réalité. Donc quand tu sors d'une guerre comme la guerre de 14-18, nos amis américains par exemple, hein, parce qu'eux ils avaient un appareil industriel qui commence à donner sa pleine puissance, se sont fait payer en or. Ouais, on t'envoie des chars, on t'envoie des bateaux, ouais. Mais non, non, on veut pas de francs, on veut de l'or. Parce que ton franc, finalement, si les Allemands gagnent, ton franc, il n'existe plus. Donc après, on se récupère comment, gars? C'est une histoire de confiance, encore une fois. Donc il y a beaucoup de monnaies qui ne peuvent plus garantir... Enfin, les monnaies qui pouvaient être converties en or ne le sont plus. Hein. Bah oui, maintenant avec de la livre ou du franc, tu peux pas aller à la banque centrale demander de l'or. Bon, déjà, tu le faisais pas, tacitement. Tu pouvais le faire. C'était une possibilité, mais personne ne le faisait. Les gens gardaient leurs billets, c'était plus pratique. Là, non, c'est fini. Et les pays se sont mis à jouer en solo. Pour reconstruire, ils se sont mis à jouer ce qu'on appelle la mauvaise inflation, la planche à billets. C'est-à-dire pensant qu'en éditant des billets, en émettant des billets, en utilisant la planche à billets, en créant de la monnaie comme ça, qui n'est basée sur rien, sur aucun accroissement économique, sur aucune richesse qui arrive de quelque part, sur rien, sur même pas un besoin d'échanger de manière frénétique. Hein. Les gens sont pauvres, il n'y a plus rien. Il y a des régions entières de la France ou de l'Allemagne qui sont... c'est surtout la France d'ailleurs qui a subi 14, mais il y a eu d'autres endroits. En tout cas, les pays se sont mis à utiliser la planche à billets. Et très vite, c'est l'hyperinflation. Et on a le meilleur exemple avec la République de Weimar. Jovanovic en parle bien. Il a fait un bouquin sur la planche à billets ou la revanche d'Hitler pour expliquer que planche à billets égale destruction d'une économie. Ça favorisait la montée des nationalismes, des tensions. Et ça donnera la guerre de 39. En attendant, à partir de 18 et des années qui suivront, donc, il n'y a plus de système. La livre ne peut pas jouer son rôle d'étalon, parce que l'Angleterre aussi a morflé. Les USA sont pas prêts à s'impliquer, pas encore. On les verra arriver en 45, avec les accords de Bretton Woods. Ça peut pas aller. Ça peut pas aller. Donc chacun essaye de s'en sortir à sa manière. T'en as qui dévaluent leur monnaie. C'est une opération qui consiste à diviser la valeur de ta monnaie par rapport aux autres devises. Voilà, par exemple, je sais pas, la France a connu des dévaluations dans les années 70. Bah, ta monnaie coûte moins cher, donc on vient plus t'acheter à toi. Si avec un dollar j'avais 100 francs, 50 francs, et maintenant avec un dollar j'ai 100 francs, j'ai intérêt à venir acheter en France. Par contre, les Français n'ont pas intérêt à acheter aux USA, c'est l'inverse. Voilà. Donc, les dévaluations permettent de mieux exporter, mais on se demande ce qu'il y a à exporter quand tu as tout à reconstruire. Donc, ça ne marche pas, l'hyperinflation, montée des grosses misères, populisme, montée des tensions, on voit arriver le fascisme, le nazisme, c'est la faute des autres, avec aussi le côté revanchard de ceux qui ont perdu la Première Guerre mondiale. Je rappelle qu'on parle du traité de Versailles, on dit que le traité de Versailles a favorisé l'arrivée d'Hitler, mais je rappelle juste, en tout cas si on vous le dit devant vous,
Le traité de Versailles imposait des conditions très lourdes aux Allemandes aux Allemands parce que les Allemands en 1870 ont imposé des conditions très très lourdes à la France en récupérant 25% de son or, en lui imposant des paiements énormes. Donc c'était une juste revanche. Et c'était aussi dans l'idée de la France que l'Allemagne ne puisse pas se refaire comme ça. Parce qu'ils avaient peur justement, le traité de Versailles, c'était pour empêcher qu'Hitler arrive. Et le problème, c'est que le capitalisme et les industries modernes et beaucoup de pays ont joué Hitler contre Staline, pensant que Staline était pire. C'est pas que les gens étaient nazis. Hein. Je veux dire, moi je ne vais pas te dire il y avait un grand complot pour amener Hitler, pour qu'aujourd'hui les reptiliens... Non, je ne te parle pas de ça. Je te dis juste qu'à l'époque, beaucoup de gens avaient des sympathies pro-nazis, puisque le système pro-nazi n'empêchait pas le capitalisme. C'est pour ça qu'on l'a laissé monter. Il n'y avait pas forcément un complot derrière. C'était juste, voilà, cet ennemi-là est moindre que l'autre, et puis lui, on pourra mieux le contrôler. Le problème, c'est qu'Hitler était incontrôlable. Se rappeler de ça. C'est pas on a organisé volontairement l'arrivée d'Hitler. Non, on a joué avec les éléments et on s'est dit, tiens, on va jouer avec cet élément. Le problème, c'est que cet élément était aussi terrible que Staline. Hein. Excusez-moi, mais moi, un mort est un mort, et pour moi, Staline, Mao, ça vaut pas mieux qu'Hitler. C'est tout. Bon, c'est juste qu'ils ont enrobé de belles paroles leur idéologie, mais leur idéologie, Staline a massacré son peuple, hein, je rappelle. Hitler aussi, Mao aussi. Toutes les civilisations ont massacré, mais en général, ils allaient massacrer le voisin pour leur peuple. Là, on a affaire à des gens quand même qui ont détruit leur propre pays, et puis après, il a fallu payer. Il faut s'en rappeler de ça. Ça a marqué les Allemands. Weimar a marqué les Allemands qui sont très attachés au liquide. Les Allemands sont de grands pragmatiques et de grands commerçants. Ils sont très attachés au liquide. Ils ont toujours du liquide. Ils payent en liquide dès qu'ils peuvent. Ils n'aiment pas les cartes bleues. Ils sont attachés à ce concret. Et l'Allemagne fait partie de ces pays qui ont lancé un capitalisme à visage humain et un capitalisme qui permettait de faire tourner des sociétés. Le capitalisme à l'allemande, à la française, à l'italienne, où on créait des emplois, où voilà, une arrivée de richesse qu'on organisait. C'était un capitalisme qui organisait la richesse, qui se servait de la monnaie pour ça. Revenons à 18. Donc on a besoin d'un cadre monétaire, hein, qui est une base pour l'économie et la finance mondiale, qui permettra donc de mieux organiser les richesses, d'augmenter les niveaux de vie, de calmer les populations et de mieux vivre. Comment on peut échanger à travers le monde sinon? S'il n'y a pas un système monétaire qui dit que telle monnaie vaut telle monnaie, et qu'on peut faire ci, qu'on ne peut pas faire ça, et qu'on présente des garanties. Sinon on revient à l'époque du troc et du Moyen-Âge. Même si au Moyen-Âge, il y avait déjà de la monnaie. C'est-à-dire des petites zones qui ne communiquent pas entre elles. Et on reprend, pour mieux que tu me comprennes, reprends l'image d'un corps. Si dans ton corps, tu as des parties de ton corps qui ne communiquent pas avec les autres, c'est la nécrose, c'est tu meurs. Si le sang ne va pas jusqu'au bout de la main, si le sang circule juste autour de ton cœur et ne va pas en bas, tu as des parties de ton corps qui vont mourir. Là, il n'y a pas de croissance. Là, c'est pareil. L'importance des liens, de lier par des échanges, des agents. Voilà, c'est ça. 1922, on tente quelque chose, on tente les accords de Gênes. Et on tente de créer une nouvelle fois un système étalon or pour restaurer la confiance. Un système basé sur l'or, tout en haut de la pyramide. On aurait des monnaies qui seraient indexées sur certaines devises, qui elles seraient convertibles en or. Voilà, en gros, j'ai de la livre turque, il faut que j'achète de la livre sterling pour pouvoir avoir de l'once d'or. Mais en même temps, ma livre turque, elle vaut quelque chose parce qu'elle est indexée sur la livre sterling. Je peux quand même m'en servir. Après, je ne rentre pas dans le détail des monnaies locales qui ne sont pas des devises, des monnaies devises qui ne sont pas convertibles, des monnaies convertibles. Pour la faire simple, par exemple, les monnaies locales, c'est le dinar algérien, par exemple, ou le rouble russe. C'était pas une devise à l'étranger. Tu venais en France, tu changeais pas tes dinars. Enfin, si, il y avait un change minimum, hein, parce que tu avais un contrôle d'échange, mais tu as des monnaies qui ne valent rien au-delà du pays. La seule conversion possible, c'est entre banques. Voilà. Ces accords de Gênes ne fonctionnent pas. Hein. C'est la crise. Et pire encore, la crise de 29, qui est, comme je te l'ai dit, une crise boursière, a provoqué des politiques nationales égoïstes, désordonnées, débridées, et puis les uns étaient en lutte contre les autres, le nationalisme des années 30, a provoqué une récession.
L'Allemagne restaure le contrôle des changes, la Grande-Bretagne suspend la convertibilité de la livre or, elle crée la zone sterling pour commercer, une zone où on commerce qu'en sterling, donc son Commonwealth, elle peut s'en sortir, elle. Elle n'est pas obligée de toutes les ressources dont elle a besoin, le marché de consommateurs dont elle a besoin, tout ce dont elle a besoin ben, est dans son empire. Elle peut pratiquer l'autarcie. Les USA, c'est encore mieux. Hein. En 1933, ils suspendent la convertibilité de la monnaie en or. Ils créent la zone dollar aussi, donc, avec l'Amérique du Sud. Mais surtout, ils réquisitionnent l'or des Américains. C'est-à-dire, ils prennent ton or à un prix ridiculement bas et ils se constituent une réserve d'or. Et là, d'un coup, le prix de l'or monte. En gros, il y a eu un hold-up. Voilà, ils ont pris l'or des Américains. On a des dévaluations. Il n'y a rien qui marche. On est dans la déflation. Là, c'est l'inverse de la croissance. Les gens ne consomment pas parce qu'ils ne peuvent pas consommer. C'est la misère. Voilà, c'est la misère, pour te la faire simple. Le sang circule mal, voire il ne circule pas du tout. C'est de cette époque qu'on a la méfiance de la planche à billets. C'est-à-dire une époque où n'importe qui pouvait créer autant de monnaie qu'il voulait pour essayer de s'en sortir. Le problème, c'est que sa monnaie ne vaut rien, ne valait rien pour les autres pays. Et résultat, donc finalement, ouais, calmer les gens. Allez voir l'hyperinflation Weimar, c'est des brouettes de centaines de milliards de Reichsmark pour acheter le pain. De centaines de milliards de Reichsmark pour acheter le pain. L'Algérie de la guerre civile, l'inflation, elle a été énorme. Moi, j'ai vu, j'ai vu l'inflation quasiment multipliée par 100. Bah, tout ceci fait que ça consomme pas, que voilà, ça circule pas, c'est la misère. Bref, et que ça donne la méfiance de la planche à billets. Puisqu'on s'est dit dans les années 50-60, mais attends, n'importe qui peut émettre des billets comme ça, mais en fait, ils ont quelle valeur? Voilà l'importance d'un système monétaire. Il y a besoin de créer un système monétaire pour réguler ça. Tu peux pas créer de la monnaie comme ça. Ou alors ta monnaie, elle vaut rien, c'est plus une devise. Nous, on n'en veut pas de ta monnaie puisque c'est du papier. C'est d'ailleurs ce qu'on devrait dire au dollar, ce qui représente 1% de sa valeur en vrai. C'est à partir de là où on s'est dit il y a nécessité d'encadrer la création du pouvoir monétaire. Mais le problème, c'est que voilà, on s'est dit, tu comprends, les banques se sont appropriées, grâce à ce problème-là, de la planche à billets qui fait qu'un pays irresponsable qui veut sortir de la crise peut foutre en l'air sa monnaie en créant et ça devient juste du papier, puisque finalement, voilà, si tout le monde a des milliards, c'est comme si personne n'avait rien. Monnaie qui ne lui permettent même pas d'acheter à l'étranger. C'est à partir de là qu'on s'est dit non, il y a un problème, il faut encadrer ce pouvoir qui ne doit pas être totalement régalien. Et la banque s'est incrustée là. Et c'est ce qui donne maintenant le fait que les États, les peuples n'ont plus ce pouvoir. C'est pas voilà, c'est pas arrivé comme ça. C'est on s'est dit oui, mais les peuples, rappelez-vous 1929, les années 30, rappelez-vous l'hyperinflation, Weimar, tout ça. Il faut empêcher les États, parce qu'il y a beaucoup d'États qui ont abusé, qui ont utilisé la planche à billets de manière ridicule. Au Zimbabwe, dans certains pays africains, asiatiques, le gars il s'est mis à faire de la monnaie et à payer ses fonctionnaires à la photocopieuse. Ouais, mais bon, gars, c'est pas comme ça que ça marche. Là, ta monnaie, elle doit être adaptée au volume d'échange. Et pour qu'il y ait volume d'échange, il faut qu'il y ait des richesses. Elle doit être adaptée à du concret. Si t'as pas d'argent, il suffit pas d'imprimer de l'argent pour que cet argent ait de la valeur. Tu tues ton système. Et si tu as plein de pays qui font ça en cachette, tu finis. De toute façon, tu le sais, tu le vois. Mais au bout d'un moment, ça bousille l'économie mondiale. T'as pas envie de commercer avec eux alors qu'ils ont de la matière première. Ou alors tu fais ce qu'on fait beaucoup de. Voilà, en temps de guerre ou en temps de crise, on te demande ton or, on veut plus de ta monnaie. Lorsqu'il y a eu l'exode en 40, lorsque les Français ont fui l'arrivée des Allemands, le franc ne valait plus rien. Les gens se faisaient payer en or, en pièces d'argent. Parce que là, le franc, voilà, c'est une histoire de confiance. Encore une fois, la confiance, est... comment peut-on avoir confiance en des gens qui ont utilisé la planche à billets? Eh ben, on en a profité pour te mettre le verre dans le fruit. 44, la guerre est gagnée. Oui, je sais, elle a été signée le 8 mai 45, mais en 44 déjà, on savait que la guerre était gagnée. On commençait à penser à après. L'ennemi, c'était plus Hitler, ça commençait à être Staline et Mao.
On prend aussi conscience qu'il va falloir reconstruire et que la meilleure paix, c'est la paix économique. Quand les gens ont le ventre plein et n'ont pas l'impression de manquer, ben c'est là où c'est là où ils sont calmes. Quelqu'un de normal, s'il n'a pas de manque, s'il n'a rien, il n'a pas besoin d'être agressif. Les USA là sont prêts à régner. Ils sont prêts à s'emparer de l'Europe. Ils savent que l'Europe va conditionner leur prise du monde. Que l'Europe c'est le morceau, c'est le centre de l'échiquier. D'ailleurs on le voit aujourd'hui, hein, les politiques américaines et russes, elles sont autour de l'Europe pour séduire l'Europe. Hein. Poutine avec son gaz et les Américains avec leurs menaces. Celui qui a l'Europe a la richesse. Il a le plus grand marché, le marché des consommateurs les plus riches, le marché le plus innovant, là où il y a le plus d'argent. Voilà, l'Asie c'est juste des volumes et des chiffres. L'Europe, c'est pas que des chiffres. C'est la zone de prospérité encore. Que tu peux connecter d'ailleurs au reste du Pacifique par les Américains. Donc les Américains ont parfaitement compris qu'il fallait qu'ils prennent en main tout ça. Surtout qu'ils ont prêté, il y a les plans Marshall, les différents plans Marshall, plus de 50 milliards qui est prêté, il y a les différentes lois de pré-bail. Donc ils sont déjà créditeurs. Les USA, c'est eux qui ont gagné la guerre, en tout cas dans l'histoire qu'ils nous vendent. C'est la moitié du charbon qui est produit dans le monde, c'est les 2 tiers du pétrole produit dans le monde, c'est le pays qui a 30 ans d'avance sur les autres. Ce que tu vois dans les années 50 en France, c'est des trucs des années 20 aux USA. Je veux dire, les mecs, ils avaient, enfin, intéresse-toi à cette époque un peu, c'était le pays qui était à des années-lumière des autres et qui inspirait tous les autres. C'est le début du cinéma, en plus c'est le début du soft power américain. La moitié de l'électricité produite, elle est américaine. En matière de capacité industrielle, c'est un pays énorme, hein, qui a réussi à relier l'Est et l'Ouest, qui a réussi à industrialiser, qui est sorti de ses guerres, qui est sorti même de son gouvernement des juges, de sa période anarchiste, Sacco Vanzetti, tout ça, allez voir aussi, Sacco Vanzetti, début du siècle dernier. Et oui, l'anarchisme et le syndicalisme aux USA, c'est toute une histoire, il y a eu beaucoup de morts et ça a été une réaction à ce capitalisme sauvage, hein, beaucoup plus sauvage qu'en France. Les USA, c'est 2 tiers des réserves d'or. Les USA, c'est une des armées, l'armée la plus puissante du monde. Les USA, c'est un rouleau compresseur qui te vend du rêve. C'est un rouleau compresseur industriel. Ils sont là, quoi. En face, t'as l'Europe qui est ruinée. La France était ruinée. Il n'y a rien qui tenait debout. J'exagère à peine, je veux dire. C'était la misère, hein, l'après-guerre. L'extrême-orient ruiné. Qui va s'opposer à l'URSS? L'URSS, ça a toujours été. À cette époque-là, c'était quand même un peu le Moyen-Âge. Puis c'était très pauvre. Là, on parle d'économie, on parle pas de militaire. Hein. Les Russes, ils avaient quoi à proposer? Des fusils, c'est tout. Les Américains proposaient la télé, la radio, un nouveau mode de vie, ce qu'on te présentait comme des libertés, c'était la coolitude, tout ça. Et puis bon, on s'aperçoit que. Donc, ils prennent l'initiative d'organiser le monde. Le monde trop faible pour leur résister. Et pour en prendre le contrôle. Ils sont les plus puissants, donc ils peuvent imposer leurs règles. Ils se disent qu'il faut un cadre solide pour imposer le dollar, qui est leur monnaie, c'est pratique. Droit de seigneuriage. Oui, seigneuriage, on dit. C'est le privilège de l'émetteur financier. Du 1er au 22 juillet 1944 aux USA, donc dans un lieu du même nom, sont décidés les accords de Bretton Woods. Tu avais 2 visions qui s'affrontaient. Tu avais la vision anglaise et la vision américaine. La vision anglaise, c'était Keynes, John Maynard Keynes, l'économiste, qui proposait une monnaie mondiale, enfin une unité de réserve. C'était pas une monnaie mondiale, c'était une unité de compte et de réserve qui n'était pas nationale, le Bancor, gagé sur l'or. De l'autre côté, on a la vision de Jack White, l'américain. Lui, il propose un dollar pivot et la création d'une banque mondiale. Ah, le nouvel ordre mondial, ça date pas de. C'est pas forcément une histoire de reptiliens. C'est qu'il faut un ordre mondial pour mieux organiser la répartition des richesses et éviter qu'il y ait des troubles. C'est la vision de White qui va l'emporter et qui permettra aux Américains de mettre un système monétaire international autour du dollar. Il n'y a que le dollar qui est convertible en or avec une parité fixe. 35 $, tu as une once d'or. Si tu vas à la réserve fédérale américaine, tu leur donnes 35 $,
il te donne une once. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. La banque s'est mise entre toi et ton argent, toi et ta liberté, toi et ton économie. Les Américains ont mis le dollar entre toi et l'or, qui symbolise la richesse. C'est toujours une histoire d'écran aussi. Ça, c'est une autre technique, hein, l'écran. Leurs médias se mettent entre toi et la vérité. Voilà, c'est à ça que tu vois les malsains. T'as le type qui vient te protéger en disant attention, eux c'est des escrocs, alors que c'est lui l'escroc. T'as les types qui font des vidéos sur internet en parlant de pervers narcissiques, alors que c'est eux les pervers narcissiques. Et, je viens de parler des pervers narcissiques pour pas que tu aies à les subir. Et en fait, c'est le. Voilà, mais c'est dans le même ordre, c'est diabolique ça. C'est une des petites griffes, c'est une des petits, un des petits détails. Quand tu analyses une situation, c'est un des petits détails qui te fait dire tiens, si tu veux de l'or, ta monnaie ne vaut rien. La principale monnaie, c'est le dollar, parce que c'est elle qui est entre toi et l'or. Donc toutes les monnaies ont pour objectif d'acheter du dollar, je veux dire. Voilà, le dollar devient la monnaie internationale, pour te la faire simple. Et tu as des parités fixes autour du dollar qui peuvent être rediscutées. Un franc vaut à peu près tant, mais il peut perdre 1%, il peut perdre 2% par rapport au cours fixe qu'il a par rapport au dollar, mais il restera quand même attaché au dollar. On a créé une sorte de hiérarchie comme ça. On crée la BIRD et le FMI. Le FMI, la fameur des peuples. Le FMI à l'époque c'était simple, hein, c'était pour éviter le recours à la planche à billets, le FMI te proposait de l'argent. Argent qui te permettait de soutenir ta monnaie sur les marchés internationaux pour qu'elle reste collée au dollar. Donc un effort supplémentaire et en plus un endettement supplémentaire pour maintenir ta monnaie à flot. On t'imposait, mais voilà, on t'imposait des obligations, tu devais claquer des sous. Si ta monnaie elle baissait, il fallait absolument en racheter, donc en vendant des dollars, en vendant d'autres monnaies. Et ça te faisait perdre des devises utiles pour acheter à l'étranger. Tu peux encore faire ta propre monnaie. J'espère que tu me suis. Le FMI, c'était le gendarme. Il continue à prêter, là, mais le problème, c'est pas seulement qu'il prête et qu'il t'endette, c'est aussi qu'il t'impose des mesures politiques dans ton pays. Les émeutes de la faim dans les années 80 dans beaucoup de pays du Maghreb et tout un tas d'émeutes sont liées au FMI. Le FMI arrive, te dit ah, ta situation va mal, je veux bien t'aider mais va falloir défoncer ta population. Donc tu augmentes le prix de la farine, du pain, de la semoule, les plus pauvres vont devoir subir, on va faire du malthusianisme et moi je te prête de l'argent. Parce que si je te prête, je veux récupérer cet argent et je veux que tu te restructures, je veux pas que tu tombes et je veux pas t'assister à vie. Mais en même temps, il te prend le pouvoir politique cette fois. Après t'avoir pris le pouvoir financier, il te prend ton pouvoir politique. Et plus le pays est petit, plus on lui impose des choses. Et c'est la population qui subit. Et là, on est dans le cadre de la finance, de la monnaie qui est contre le peuple. Donc le FMI continue là. Mais il n'a pas ce pouvoir de gendarme monétaire maintenant. Il a toujours le pouvoir de te prendre ton pouvoir politique contre de l'argent. Mais comme le système Bretton Woods n'est plus, il n'a plus ce petit rôle de gendarme monétaire, surveillant les politiques nationales. Maintenant, on t'impose. En fait, maintenant, on te ruine pour que tu ailles vers le FMI. L'Ukraine, la première chose qu'a fait l'Ukraine avant de voir son or disparaître, c'est de faire des emprunts FMI. La Libye, qui n'avait jamais emprunté. Tous les pays libérés par les Américains, on leur prend leur or, bizarrement, et on leur envoie des gens du FMI qui leur disent attendez, ne vous inquiétez pas, c'est la guerre, mais on va vous prêter de l'argent. Ah ouais, mais tu vas me prêter de l'argent avec des taux d'intérêt. Je serai ad vitam aeternam ton esclave et la chaîne financière va me tenir. Puisque ton argent là que tu me prêtes, je vais payer que les intérêts. Je ne vais jamais rembourser le capital, tu le sais bien. Et même si je suis en position de rembourser le capital, il y aura un chaos dans 5 ans, dans 10 ans qui fait que je serai toujours ton esclave. Et toute ma vie, toute mon existence, je vais te donner des intérêts. C'est le principe de Finaref. Tu vas emprunter 5 000 euros. Et dans tes remboursements, tu rembourses. La plus grosse partie du remboursement, c'est le taux d'intérêt. C'est pas le capital, donc le capital demeure et donc tu continues à donner des taux d'intérêt, ça devient un forfait. C'est un forfait dette, c'est plus. Voilà, elle est là la feinte. Et on t'a lie. Et c'est ça la chaîne qui te lie, l'endettement. Tu as l'endettement des monnaies, tu as l'endettement des particuliers. C'est encore autre chose. Mais ça reste des chaînes. C'est comme ça qu'ils te mettent que le système t'a mis les chaînes et qui t'a imposé quelque chose et donc tu es obligé de bosser pour rembourser tes crédits et patati et patata. Même si je ne critique ni le crédit, ni l'emprunt, ni le prêt. C'est
Comment utiliser ces armes que je critique pour asservir les peuples? Est-ce que je balance là? Je ne l'ai pas découvert comme ça, j'en ai pris conscience au fur et à mesure. Tu en prends conscience lorsque tu étudies l'économie. C'est des termes que tu as toujours entendus. Babylon System, les banquiers c'est des vampires. On fait référence au sang. C'est très biblique en plus, hein. Ça vient de la Bible, hein, le sang, l'argent. Dans l'Ancien Testament, je crois qu'il y a un même mot pour désigner le sang et l'argent. Je crois que c'est tamim, quelque chose comme ça. Si tu fais de l'hébreu, ça veut tout dire. C'est marrant, on compare la société à un autre corps, d'une autre nature, à nous-mêmes. On crée la BIRD et le FMI. La BIRD, c'est la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. On impose donc, voilà, on impose à Bretton Woods, on impose le dollar comme monnaie internationale, la seule convertible en or. Dès que tu as des dollars excédentaires, tu peux les renvoyer aux USA et on t'envoie, à raison de 35 dollars l'once, de l'or. Mais implicitement, personne ne le faisait, puisque le système allait tourner. C'était juste une garantie. On essaye de créer, donc on crée la BIRD pour la reconstruction, on crée le FMI, on essaye de créer l'OMC qui ne sera créé qu'en 95. Entre-temps, on a ce qu'on appelle le GATT, les accords généraux, l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, qui vise justement à éviter tout obstacle artificiel, tout protectionnisme. Ça deviendra l'OMC. C'est des tours de négociation, comme ça. Voilà. C'est des tours de négociation. Ils discutent pendant des années, puis d'autres arrivent, d'autres partent, et ils continuent à discuter. Voilà les tarifs de l'acier en Chine, de l'acier en Asie. Est-ce qu'on peut enlever cette taxe, etc., etc. Tu avais une sorte de tribunal aussi, enfin de tribunal. On levait les litiges quand un pays avait tendance à trop taxer les importations. On pouvait faire parvenir le litige à l'OMC, enfin à l'OMC au GATT et dire non, attendez, là vous ne jouez pas le jeu, puisque le jeu c'est trade d'union. Et c'est le free trade, c'est des circulations totale, libre, qu'il n'y ait pas de taxes, qu'il n'y ait rien, que ça gêne pas, que tout circule hyper bien, tout circule rapidement. Ça rappelle l'Internet, hein, parce que c'est le paradigme sur lequel est construite notre civilisation maintenant. Tout doit circuler sans entrave, librement, tout le temps. Internet, c'est notre monde projeté à l'ordinateur. On crée donc le système monétaire international, le Gold Exchange Standard, fondé sur le seul dollar. C'est le seul qui soit convertible en or. Et donc, comme je te l'ai dit, toutes les autres monnaies sont déterminées par rapport au dollar. C'est des taux fixes mais ajustables. C'est 1% d'écart. Ils doivent avoir 1% de plus ou de moins par rapport à leur taux qui est fixé par rapport au dollar. Voilà, en gros, si en France, on va te la faire simple, si un dollar c'est 10 francs, 1% c'est quoi? C'est 1%, c'est 10 centimes. Et ben voilà, le dollar il doit être entre 9,90 et 10 centimes 10. Ni plus ni moins. Ça arrange les économies, parce que les variations de cours, avant c'était pris en compte par les comptabilités, c'était d'énormes frais. Toute entreprise, même petite PME qui exporte, devait faire avec les variations de cours. Et lorsque le cours variait à la hausse, ça te faisait perdre de l'argent. Bon, après, tu as des techniques, tu as des contrats, tu as des prix fixés à telle date qui font que. Mais c'était quand même. L'arrivée de l'euro a permis quand même aux boîtes d'économiser beaucoup d'argent, hein. Tous ces frais là de transactions, de change, ces frais bancaires, c'est des milliards. Donc BIRD, FMI, l'OMC viendra en 95. L'économie mondiale est régie par le dollar. Implicitement, donc on ne demande pas la conversion en or. Ben, ce système-là va bien marcher en vrai. Entre 45 et 74, ce système basé sur la confiance, basé sur l'idée du progrès, que le progrès était volumétrique et que plus on avait de frigo, plus on avait de voitures, plus on vivait à l'américaine, plus on était heureux. Tout ceci fait qu'on a eu les 30 glorieuses avec une monnaie en qui on avait confiance. C'est le dollar, c'est l'Amérique. L'Amérique n'a jamais été aussi grand qu'à ce moment-là. C'était les films, c'était le coca, c'était la liberté, c'était la référence. Tu vois qu'à travers la monnaie, il y a des aspects civilisationnels. Et le problème, c'est qu'il y avait un problème. Déjà, c'était un système où les Américains devaient fournir les dollars. Il y avait une forte demande en dollars.
dans le monde. Ben ouais, si tu as besoin de dollars pour acheter, alors on verra les pétrodollars, on verra les eurodollars, qui est un marché qui s'est créé, qui utilise le dollar pour faire des emprunts entre pays et qui est situé hors USA. Ce qui veut dire qu'il y avait de la création monétaire, des emprunts, des titres qui se vendaient, qui s'achetaient, donc création monétaire implicite, je ne rentre pas dans le détail, qui se faisait à Londres avec du dollar. On créait des dollars et c'était pas les USA qui créaient des dollars. Ça a posé problème. C'est les eurobonds, les eurodollars. T'as les pétrodollars. Alors là, c'est différent. Là, c'est une feinte. Pour que l'Amérique impose totalement son dollar aux gens, elle ne pouvait pas l'imposer militairement. Elle est allée voir les producteurs de gaz et de pétrole, et c'était surtout de pétrole locaux, au Moyen-Orient à l'époque. Et elle a proposé notamment aux Saoudiens qui étaient les plus gros producteurs. C'est très simple. Je vous protège, vous vous faites payer en dollars. Et elle a étendu ça à tous les producteurs de pétrole. Et le pétrole, donc pour acheter du pétrole, du gaz et certaines matières premières de puits, tu es obligé d'acheter en dollars. Donc il faut acheter du dollar. Donc les Américains ils mettent du dollar pour toi. Résultat, on a eu je ne sais combien de fois plus de dollars à l'étranger que sur le marché domestique américain. De plus en plus, ces dollars étaient réinvestis aux USA par le biais des T-bonds, donc finalement les Américains se faisaient financer leur déficit, mais ils étaient déficitaires, ils étaient obligés d'être déficitaires. Donc pour financer une monnaie forte, il fallait en faire de plus en plus, et ça revenait au même schéma que le schéma de l'inflation. Pour répondre à la demande de consommation en dollars, il fallait faire beaucoup plus de dollars, donc ça dépréciait ta monnaie, donc pour faire une monnaie forte, il fallait faire une monnaie faible, ça ne tenait pas la route. En plus, les USA, eux, pour reconstruire la guerre du Vietnam et tout un tas, et la course à l'espace aussi, à jouer du dollar planche à billets. Et il est arrivé à un moment où il y avait tellement de dollars qu'on ne pouvait plus assurer la convertibilité du dollar en or. Il y a une perte de confiance. Lorsque les Allemands ont demandé à un moment donné, voilà, on fait les comptes, tiens, j'ai plus de dollars, j'ai des dollars, je te les renvoie, c'est des dollars excédentaires, est-ce que tu peux me donner de l'or? Nixon est monté au créneau en disant 71, à partir d'aujourd'hui, je vais te trouver la date, c'est le 15-8-71. À partir d'aujourd'hui, je suspends la convertibilité du dollar en or. Donc le système que nous avons créé, on change, c'est très américain, on change les règles du jeu. Parce qu'il y a trop de dollars, on n'a pas assez d'or. Et puis bon, c'est sûr qu'ils ont financé la guerre du Vietnam et tout ça sur des déficits. Déficits qui les a amenés à créer des dollars à gogo et ils n'avaient pas de stock d'or. Voilà, c'est une danse. On arrive, les États sont endettés, ils utilisent mal leur pouvoir monétaire, on leur dit attends, on va te le reprendre, on va mettre au point un système super bien, on installe un système super bien, on commence à te mettre une monnaie qui sort du lot et qui s'intercale entre toi et la réalité, et puis petit à petit, la réalité, on la fait disparaître. On parle plus d'or. Et oui, à partir de là, les monnaies ne sont plus convertibles en or. Donc en 71, qu'est-ce qu'il dit Nixon? Le dollar c'est notre monnaie, mais c'est votre problème. Ah, c'est clair, c'est démerdez-vous. Donc à partir de là, c'est la merde. C'est marrant, les années 70, c'est la crise pétrolière de 73, c'est la loi de 73 qui va lier la France au marché financier. C'est vraiment de la haute trahison. Vraiment, je ne comprends pas comment on a pu passer une loi comme ça, mais c'est à partir de là qu'il y a la crise. Le système monétaire s'effondre, il y a la crise. Alors il essaie de perdurer quelques années encore. En 73, les Européens décident de créer un système monétaire pour leur zone à eux, pour éviter qu'il y ait trop de... pour déjà donner de la valeur à leurs monnaies respectives, les unes par rapport aux autres, et en second lieu, pour essayer d'avoir un taux de change fixe, qui n'ait pas trop de fluctuations surtout. Non, pour mettre au point un système de taux de change flottant sans grande fluctuation, puisque le système de change à taux fixe s'est écroulé en mars 73. Il faudra attendre quand même les accords de la Jamaïque en 76, donc pour avoir la confirmation que 1. On abandonne l'or comme valeur référence. Depuis cette époque, l'or est l'ennemi du dollar. Le dollar fait tout pour que l'or n'existe pas.
Quand tu achètes de l'or papier, c'est une feinte pour pas que tu aies de l'or. Bah c'est simple. Si tu achètes de l'or, moi dans les années 80, la bourse c'était simple. C'était si tu achetais de l'or, le dollar baissait. Si tu achetais du dollar, l'or baissait. Et en général, les gens achetaient de l'or lorsque il y avait des incertitudes, puisque ça restait encore la référence. Mais là, tu apprécieras que, bah, tu remarqueras qu'en 71, on a escamoté l'or. Il restait plus que le dollar. 76, accord de la Jamaïque, on confirme l'abandon du rôle de l'or et on essaie d'organiser un système et l'Europe créera le système monétaire, le serpent monétaire européen d'abord, pour organiser sa zone. C'est un serpent monétaire. Ça deviendra système monétaire en 79. En gros, c'est ce système où les monnaies fluctuent entre elles, mais pas plus de 2,25%. Le franc ne doit pas fluctuer à plus de 2,25% du Deutsche Mark. Il fallait s'organiser pour qu'il y ait des échanges. Tu comprends maintenant l'idée de l'euro, d'où elle est venue? Parce qu'à partir de là, on commence à penser à l'euro. Créer une zone euro. Une monnaie commune, on n'a plus ces problèmes. On accorde tous une confiance à cette monnaie commune, à une économie commune. Voilà. L'idée de l'euro, elle n'est pas stupide. Hein. Elle est quand même justifiée. Hein. La loi de 73 en France, c'est simple. C'est on enlève le pouvoir monétaire à la France et on lui impose de se financer sur les marchés privés, la bourse. À partir de là, on verra la dette française exploser, puisque lorsque tu te finances, tu dois payer des taux d'intérêt. À l'heure où je te parle, la France se finance en émettant des titres, des obligations, sur le marché financier à 3 semaines, à 3 mois. Et la politique de l'arbinat des gouvernements américains fait, des gouvernements français auprès des gouvernements américains, c'est ça qui l'explique, hein, fait qu'on a des taux d'intérêt très très bas. Mais la dette publique reste quand même très élevée, la dette publique, et chaque année on paye 35 milliards d'intérêts, ce qu'on appelle le service de la dette. Tu pouvais créer ta monnaie pour pas un rond et en jouer, et on s'est servi d'événements historiques pour t'enlever ce pouvoir et te dire d'aller emprunter avec un taux d'intérêt. À partir de là, il y a 35 milliards. Il y a encore pas longtemps, c'était 50 milliards. Regarde, très simplement, c'était l'équivalent de l'impôt sur le revenu français, c'est-à-dire tout le travail, revenu, travail, tout le travail des Français de l'année, enfin une partie du travail et de la sueur du Français, servait à payer les banques. Vampirisation, chaîne, esclavage, c'était ça. Ça, c'est la loi de 73, Giscard Rothschild. Et on s'est servi de ces trucs, oh, la planche à billets, non mais il faut organiser un système, non mais les États font n'importe quoi, il faut qu'il y ait une autorité indépendante qui régule la création monétaire, comme ça permet de restaurer la confiance dans le monde, alors que quand c'est des États, ils sont à la fois arbitres et partis et joueurs. Et donc c'est pas possible, ils vont utiliser, oubliant que pendant les 30 glorieuses, la France a financé ses réseaux ferrés, ses grandes infrastructures, grâce à ce pouvoir monétaire. Personne ne leur a dit. Giscard, ce qu'il a fait, c'est de la haute trahison. Je dis bien Giscard et pas Rothschild. Rothschild, il est banquier par définition, il est là pour t'enfiler. Par définition, c'est un bandit, j'ai pas besoin de le répéter, mais Giscard, qui est censé être le policier qui protège, il s'est accoquiné aux bandits. Et les députés, ils ont fait quoi? Parce que résultat, là, cette loi-là, elle a ramené quoi comme confiance? On a imposé le retrait du pouvoir monétaire aux États, partiellement ou totalement. On leur a imposé des banques centrales comme la Fed, qui est un organisme privé, comme la BCE, comme selon la zone, on leur a imposé donc des privés qui gèrent leur argent, qui gèrent le compte de leurs particuliers, qui gèrent leur destinée, sous prétexte qu'ils étaient immatures pour s'en servir. Et qu'en faisant ça, on allait faire en sorte qu'il n'y ait plus de crise de confiance. Mais des crises de confiance, on n'a eu que ça depuis la crise de la dette publique en 2011, elle vient de la loi de 73, en tout cas pour la France par exemple. Les crises à répétition de la bourse, les crises de confiance, mais on n'a eu que ça, les crédits des faux swaps, on en parlera, les subprimes, l'effondrement de la bulle Internet. Donc finalement, on a repris un truc, on a promis quelque chose qu'on n'a pas pu donner. Rien que ça suffit déjà à se dire, attends, un organisme privé bancaire n'est pas un organisme indépendant, je regrette. Surtout quand on sait que par exemple tout le système est aux mains des anglo-saxons. Enfin, c'est encore plus compliqué que ça.
On va dire qu'il échappe aux mains des populations, mais il est aux mains d'anglo-saxons quand même. Hein. Mais c'est le monde entier, en fait. Bon, quelque part, c'est un système. Comment dire ça? Si je devais. Les dés sont pipés. Les dés sont pipés. Donc, voilà, c'est ça le truc. Le problème, c'est pas la banque en tant que banque, c'est ce qu'elle est devenue qui la tient. Le problème, c'est pas le marché financier en tant que marché financier qui met en lien investisseurs et entrepreneurs. C'est ce qu'on en a fait. C'est ça qui est diabolique, c'est ça qui est pervers. Tous ces outils-là, tu peux les voir sous l'angle, oui, c'est bien, ça régule, ça sert. Mais au fur et à mesure, on a vu arriver un capitalisme pervers, où on déconnecte de la réalité, où on dématérialise, où tout est fou, où il n'y a pas d'absolu, il n'y a plus l'or qui est cet absolu, où on met la main sur les peuples, non plus avec un pouvoir militaire, mais on met la main sur des serfs en leur imposant des comptes, en leur imposant ci, en retirant des pouvoirs. Alors où je te parle, la France n'a pas de pouvoir politique. Hein. On l'a encore vu là. Hein. Je veux dire, l'Europe n'a pas de pouvoir politique, n'a pas de pouvoir militaire, n'a pas de pouvoir financier. Je veux dire, on a affaire à des territoires et des gouverneurs. Hein. Non, mais il faut que les gens s'en rendent compte. Hein. On parle de nations, mais l'indépendance des nations européennes, je ne la vois pas trop. Hein. Parce que même s'ils avaient des velléités d'indépendance, les marchés les rappelleraient à l'ordre. Ils sont soumis au marché. On nous a soumis au marché. La banque est venue nous retirer notre liberté. Elle s'est imposée, elle nous a retiré notre liberté, elle a pris les clés de la maison et elle nous a imposé de dormir dans l'écurie. C'est ça le truc. L'euro germera des crises des années 70, enfin même un petit peu avant. Donc depuis, on a quoi? On a le flottement des monnaies. Mais depuis, le système que nous connaissons actuellement, c'est un système qui a permis la spéculation monétaire, qui a permis certains produits financiers liés à l'argent. L'argent est devenu une valeur qui permet de spéculer, de boursicoter, mais qui crée plus de drames qu'autre chose. Le FMI a créé plus de drames qu'autre chose dans les pays où les gens se sont révoltés, sont morts parce qu'ils n'avaient plus de quoi acheter du pain. Le système financier, à partir des années 80, s'est emparé du monde grâce, voilà, il s'est servi des événements pour s'installer, pour pousser ses pions, pour avancer. En 71, l'once d'or c'était 35 dollars. En 2008, l'once d'or est à 1000 dollars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas trop confiance en ce système où le dollar ne vaut rien et que là on est juste dans un écho de confiance. Il faut savoir que depuis 2008, il y a des géants qui ont failli s'écrouler, et d'autres qui se sont écroulés comme AIG, et d'autres qui peuvent s'écrouler comme la Deutsche Bank. Et cette mondialisation qui nous a servi, cette rapidité du traitement de l'information peut nous desservir et le système est pervers en cela. Une crise maintenant qui va toucher le marché des matières premières à Chicago peut affecter demain ton boulot. Et je dis bien demain ou dans la semaine. Ce matin, je peux aussi bien aller au distributeur et ne pas pouvoir retirer d'argent parce qu'il y a eu une craque, la Deutsche Bank est tombée. C'est ça que nous connaissons maintenant. Au départ, ça devait nous servir et ça, voilà, il n'y a pas vraiment de système finalement. Il y a une monnaie obligatoire, il y a des gens qui essaient de dédollariser, qui essaient de créer des paniers de monnaie dans leurs transactions, comme la Russie avec l'Inde ou la Russie avec la Chine, pour ne plus passer par cette monnaie internationale. On vend aussi sur les marchés financiers les titres américains. Donc voilà, c'est aussi, il faut savoir que par exemple les USA vivent à crédit et émettent des T-bonds. Tout cet argent, ces pétrodollars, ces dollars, reviennent finalement d'une certaine manière aux USA, puisque par exemple les Séoudiens réinvestissent tout leur excédent en dollars, au lieu de demander de l'or, non, ils le réinvestissent aux USA en achetant des obligations aux Américains. Je t'aide à ce que ta monnaie à ce que ta monnaie soit internationale, je me fais pas mal d'argent sur toi, mais toi tu t'en fais sur le monde. Cet argent-là, je te le rends quand même d'une certaine manière, puisque je te le prête et tu me rembourseras jamais, on le sait bien. Je te le prête contre des obligations et je finance ton déficit. C'est une machine à créer de la valeur sans richesse. C'est un truc qui tourne en fait à vide. Le SME, il tient pas longtemps. Hein.
Parce que pour maintenir des cours et des taux fluctuants à 2,25%, il faut être polytechnicien, il faut surtout avoir des grosses réserves financières. Et face aux différentes crises pétrolières, celle de 73, celle de 79 notamment, les pays ne peuvent pas financer leur monnaie, ne peuvent pas garder des cours aussi hauts. Ça sous-entend des milliards et des milliards de devises à injecter dans les marchés à chaque fois qu'il y a une hausse, une crise. Ça prend beaucoup d'argent de maintenir son taux de change. Alors qu'est-ce qu'on... Donc ce SME-là, c'était 2,25% de fluctuation d'une monnaie par rapport à l'autre dans la zone Europe. C'était dur. La France va quitter entre 76 et 78, au plus haut de la crise en 76. Hein. La France, c'est Raymond Barre qui est arrivé à ce moment-là, bah, décide de quitter le serpent monétaire en disant je ne peux plus soutenir ma monnaie, je ne peux plus faire en sorte qu'elle soit à moins de 2,25% des autres monnaies européennes. Je ne peux pas, j'ai pas les liquidités pour. Il y a une instabilité monétaire entre 75, on va dire, et 85. Et ça gêne le commerce, ça gêne l'économie, et ça empêche une relance. Ça crée une récession. En 79, on installe le SME, mais c'est l'autre SME, c'est plus le serpent monétaire européen, c'est le système monétaire européen, donc quelque chose de plus complet, pour encadrer les fluctuations, pour créer un mécanisme de change et un système de crédit, de compensation. On crée l'écu. C'est pas une monnaie, c'est une unité de compte. C'est un instrument de réserve. Si tu as des monnaies qui passent leur temps à fluctuer entre elles, il faut créer quelque chose de fixe, une valeur absolue, un repère, un absolu, sur lesquels elles s'alignent toutes. Ben, c'est l'écu, voilà. Et à partir de là, donc, on commence à parler de monnaie unique. Et puis tu as l'élaboration politique de l'Europe, enfin de leur vision de l'Europe. On va parler de l'euro. Et je vais là, ce que je te dis là, je ne pense pas que beaucoup de gens en aient parlé. Je t'invite à aller voir. Donc c'est quelque chose que j'ai découvert en faisant, en réécrivant la vidéo. Dis-moi ce que tu en penses. En 92, moi je me souviens, en 92 d'un coup on voit apparaître Georges Soros, qui tenait à l'époque des fonds de pension. On sait très bien que les fonds de pension anglo-saxons, derrière il y a des services de renseignement, derrière il y a des puissances. On sait parfaitement que Soros, c'est comme Berezovski, c'est comme tous ces gens-là, il y a du monde derrière, c'est juste un représentant. C'est le représentant visible de gens qui ne veulent pas se montrer et qui veulent agir. Il se met bizarrement en 92 à attaquer la livre sterling, comme ça, la livre, le truc des Anglais. Alors que les Anglais et les Américains étaient, voilà, sont les meilleurs amis du monde, en tout cas s'entendent. Il se met à attaquer la livre. Pourquoi, comment, on ne sait pas. Il se met à spéculer contre la livre. Il se met à vendre de la livre. Beaucoup de livres. La Banque d'Angleterre est dans la merde, elle doit injecter 25 milliards et racheter sa livre pour maintenir les cours. Si les cours s'effondrent, c'est des prix, c'est l'économie, c'est les achats extérieurs, c'est tout ça, voilà, ta note elle gonfle. Donc il faut bagarrer. On a des fluctuations de 15% dans le système monétaire européen. C'est très dur à défendre. La livre est obligée de quitter le système monétaire européen. Au bout d'un moment, elle ne peut pas se tenir ses cours. En 93, Georges Soros, hein, face à des pays, hein, face à toute l'Europe, il fait ça. Bon, ça sent les poules mouillées déjà, les mecs. En 93, il remet ça et il attaque le franc, il attaque la livre, il attaque ce qu'il peut attaquer en fait. Enfin là, il attaque le franc. Pourquoi il fait ça? Ça n'a ni queue ni tête. Il crée une incertitude, il crée des troubles économiques, ça n'arrange pas les marchés financiers de ses patrons. J'ai envie de dire, c'est chaos ab euro. Enfin non, c'est euro ab chaos. Et ouais, maintenant je viens de le comprendre. Ces gens-là créent toujours le problème avant de te proposer une solution, celle qui les arrange. Et ben Soros, je viens de comprendre là, parce que je l'ai découvert. Non, enfin, je me le suis dit là, en 2020, je me suis dit, mais Soros, en fait, on lui a dit attaque le système monétaire européen pour le faire exploser. On est en 92, il y a le traité de Maastricht, on parle de l'euro. Dans la tête des gens et des populations, lorsqu'ils vont voir que leur système, leur monnaie est attaquée, on va peut-être mieux glisser l'idée de l'euro. Glisser dans le sens glisser une quenelle. Et en fait, Soros a créé le problème et d'autres sont venus proposer la solution. Ouais, mais avec l'euro, et je me souviens qu'à l'époque on en parlait, oui, mais avec la monnaie unique, on n'aura plus de problème, on ne sera pas attaqué, on sera indépendant, on sera des concurrents des USA, alors que c'est les larbins des USA, on le voit tous les jours. Ils se couchent devant les Américains, les mecs.
Mais en fait, le truc est simple, hein. Tu vois, comme quoi derrière ces mouvements, tu sens quand même qu'il y a un dessin, il y a une volonté là. Là, sur ce coup-là, par contre, tu la vois. Tu vois, autant l'arrivée d'Hitler, on peut pas dire que c'est eux qui ont anticipé tout ça, ils en ont joué, mais là, ils ont créé le truc. Traité de Maastricht, il passe en 92, et il amènera, 10 ans après, l'Union européenne, donc la fin des pouvoirs régaliens, hein, de tous les pouvoirs régaliens, et l'euro en 2002. C'est le traité de Maastricht de 92 qui nous donnait 10 ans. Ah, Soro, il a été utile. Soro, un pur agent du système qui crée des troubles et des crises en attaquant des monnaies de pays amis, ou en tout cas de pays qui ne gênaient pas, d'un coup comme ça sans raison, qui s'est fait des bénéfices dessus, mais bon, il s'est pas fait beaucoup de bénéfices en fait dessus. Bizarre, pourquoi il fait ça? Ah, bah pour casser un système, pour dire regardez, le système il est caca. Tu sais, c'est un peu comme laisser à l'abandon l'hôpital public, laisser à l'abandon l'éducation nationale et ensuite te dire regardez, ils s'en sortent pas, il faut trouver une autre méthode, on va faire rentrer le privé. Ben non, pourquoi est-ce que tu n'as pas fait en sorte que l'hôpital public il marchait bien? Pourquoi d'un coup ça marche mal? C'est ce qu'ils ont fait pour la poste, hein. Ils ont miné la poste, ils ont fait en sorte que voilà, ça ne marche pas pour ensuite proposer des solutions où on privatise, où on te propose des produits bien plus chers et un service bien moindre qu'avant, hein, où les facteurs maintenant essayent d'escroquer des mémés et ça les fait chier. Non mais si, c'est toujours comme ça. C'est encore une autre technique du système. Je t'ai parlé de la technique de l'écran, là on te parle de la technique pompier pyromane. Là on a eu clairement, en tout cas moi je le dis, hein, c'est euro à KO. Aujourd'hui alors je te parle, on vit sous le régime de l'euro, de la Banque Centrale Européenne à Francfort, qui elle-même est obligée de s'aligner sur la Réserve fédérale, la Fed américaine, qui est un organisme privé qui regroupe 50 grandes banques ou groupes financiers qui décident des taux directeurs, donc de la création monétaire, je vais t'en parler là, qui décident de ce qui se fait avec les monnaies dans le monde, qui décident tout un tas de choses. Donc nous n'avons ni pouvoir politique, ni pouvoir militaire qui va avec, ni pouvoir financier, ni pouvoir économique. Tout est décidé hors de France. Et quand tu as une Fed allemande qui se moque des gens et qui pense que les chiffres sont plus importants, c'est le reproche qui est fait. Pour eux, l'économie est plus importante que les gens, alors qu'à la base, voilà, on a une inversion totale des valeurs. Inversion totale des valeurs, tu vois ce que je veux dire? C'est simple, aujourd'hui, qu'est-ce qui crée, qui augmente le volume monétaire qui ne sont plus. C'est un jeu d'écriture maintenant, l'argent, hein. Tu ne l'as même plus dans ta poche et on sait ce que tu en fais. Tu peux même pas le cacher chez toi, comme avant ils cachaient l'aurore. À la banque, demain matin, tu te lèves, tu n'as plus d'argent. Tu fais comment? Il faut prendre un fusil pour aller bouffer. C'est des banques privées par le crédit. Il y a deux manières de créer pour elles. La première manière, on te dit les dépôts font les crédits. Les dépôts d'argent qui ne sont pas utilisés peuvent permettre de prêter. D'accord. En plus, ces dépôts d'argent permettent ce qu'on appelle les réserves fractionnaires. Pour 1 euro sur un compte, la banque a le droit d'en créer 9 supplémentaires en crédit. Par exemple, tu as 100 francs, tu es une banque, tu reçois 100 francs de dépôt, tu peux faire jusqu'à 1000 euros de crédit. Tu as aussi les crédits classiques. J'ai pas les dépôts, mais je te prête de l'argent, je fais un jeu d'écriture et je te mets sur ton compte la somme correspondante. Et si tu n'es pas dans ma banque, dans ta banque, on créera un compte où on mettra, voilà, tu as 25 000 euros. Boum, on crée 25 000 euros, on tape les chiffres. Il n'y a rien qui s'est fait dans le réel, mais tu as 25 000 euros. On a créé 25 000 euros de monnaie par le biais du crédit. Tu as d'autres opérations de création, ou pas. Tu as ce qu'on appelle les opérations open market, les opérations de monnaie centrale. La banque centrale injecte des volumes, et là c'est des pièces, des billets. Elle injecte de l'argent pour suivre la hausse de la croissance, la hausse de la population, donc hausse des dépenses, hausse de la croissance, hausse du PIB. Elle rajoute de la monnaie pour qu'il y ait toujours suffisamment d'huile. Si ta machine, elle introduit des rouages supplémentaires et elle grossit, il faut rajouter de l'huile. Ça, c'est des opérations d'open market. C'est des opérations techniques, je t'en parle pas. Il y a ce qu'on appelle les assouplissements financiers, les quantitative easing. Alors ça, c'est pas de la création monétaire. Il y a un jeu d'écriture qui fait on rachète par un jeu d'écriture, on rachète des titres pourris, tous les CDS, tous les titres pourris, c'est toujours pareil. Les financiers créent des bulles spéculatives, elles éclatent et c'est les populations qui payent. C'est les peuples qui payent.
Est-ce que vous avez vu beaucoup de gens être jugés, être condamnés pour les crises depuis 2008, alors qu'on est au bord de la faillite? Non. Les traders ne se sont jamais fait autant de primes et autant d'argent, il faut le savoir. Le quantitative easing vient de la crise des subprimes où maintenant, voilà, c'est pas de la planche à billets, c'est pas de l'argent qui est injecté dans l'économie, c'est pas de l'argent qui peut entraîner l'inflation, c'est juste on a augmenté, on a créé une deuxième bulle monétaire qu'on a collée à la première, mais qui est étanche. On crée par jeu d'écriture, on rachète des titres à des banques, on ne les rachète pas au même titre, hein, au même prix. Mais ça permet à ces banques de ne pas s'écrouler, de récupérer l'argent qu'elles ont mis sur ces titres. Tu vas voir qu'avec les subprimes, le système financier, en fait, c'est un ensemble de piles de dettes qui se tiennent les unes avec les autres. C'est pas de moi, c'est de Maurice Allais, notre seul prix Nobel en économie, avant qu'arrivent les Piketty et compagnie. Euh, Bah là, on pratique le quantitative easing pour apurer. C'est un apurement. En fait, c'est exactement comme quand l'État injectait de l'argent dans son économie locale dans les années 50, quand tu avais des frontières, il n'y avait pas la mondialisation, donc tu pouvais le faire. Elle injectait dans son économie locale de l'argent, ça faisait tourner les boîtes, ça faisait consommer les gens, et voilà. Et c'est exactement pareil. Là, mais c'est fait avec les banques, c'est pour acheter des titres pourris, c'est pour apurer le marché. Et depuis, on l'a pas mal apuré. Mais la seule création monétaire, c'est le crédit. Et les banques centrales, comment c'est elles qui refinancent les banques privées. Elles leur achètent leurs titres, leurs escomptes donc. Elles leur donnent, elles les alimentent en liquidité. Donc, elles ne contrôlent cette création monétaire que par le taux d'intérêt directeur. Je te refinance à 1%, mais si je veux que tu fasses moins de crédit, je te refinance à 2%. Ça fait léger quand même pour contrôler les seules créatrices de monnaie que sont les banques de crédit, les banques privées. C'est des banques privées qui créent l'argent. Tu as un deuxième outil qui est la réserve obligatoire, mais tu parles. Voilà, on impose aux banques pour être créées de mettre une certaine somme d'argent, de liquidité et d'actifs facilement liquidables en dépôt dans une banque centrale. Mais toujours pareil, réserve obligatoire, c'est on te demande 1% ou de ce que tu es réellement. Sachant qu'en plus, c'est n'importe qui met 1 euro chez toi, ça démultiplie et tu peux créer 10 euros de richesse, 10 euros de crédit. Et au final, toi, tu es au milieu, tu touches des taux d'intérêt. C'est marrant parce qu'il il crée bon, on crée de la dette sur le particulier. On crée de la monnaie, mais en même temps, on assèche. Ben oui, parce que quand tu rembourses avec un taux d'intérêt. Donc tu prends un peu plus que ce qui a été mis dans le pot. Voilà pourquoi il y a des opérations d'open market, voilà pourquoi il faut rajouter de l'argent systématiquement. Parce que sinon, il y a un déséquilibre. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Ben, que la banque là-dessus, elle vivote comme une parasite entre toi et ton argent. Euh, plus elle, plus elle prête, plus elle crée de dettes, plus elle crée de monnaie, plus ça va bien pour elle. Peut-être pas pour les gens. Et là, on parle de crédit, de tout genre de crédit. La banque prête aussi à des investisseurs, même si ceux-ci peuvent aller aussi voir sa sœur, la bourse, pour euh, se financer. La banque est devenue parasite. C'est ça le truc. Banque, bourse, c'est les deux jambes d'un même corps de Mamoun, qui ont permis de contrôler le politique. Les politiques, maintenant, les politiques que nous faisons sont des politiques basées entièrement sur le financier. Les politiques militaires ou les politiques classiques. Il y a un problème, déjà à la base, le paradigme, c'est la monnaie est créée sur de l'endettement. Est-ce qu'on ne peut pas envisager autre chose? Regarde, revenons au début. Revenons au début. On doit échanger, on doit trouver quelque chose en qui on ait confiance, en quoi on ait confiance, et quelque chose qui nous permette d'échanger, d'évaluer, de thésauriser, de garder. On part sur quoi? Non, parce que tu as d'autres alternatives. Tu as, je t'en parlerai plus tard, la monnaie libre, qui part sur un autre délire, et un délire bien moins délirant, on va dire. Là, on a un système, Babylone System, un système basé sur la dette, sur le lien, mais un mauvais lien cette fois. On te lie, on t'attache de partout.
en tant que particulier, en tant qu'élément du peuple. On te propose quelque chose qui finalement n'a pas de sens. Mais allons plus loin, un bout de papier basé sur un bout de métal, c'est pareil. En fait, ce que je suis en train de te dire, c'est que voilà, c'est comme la géométrie, hein. Tu peux partir sur n'importe quel axiome et bâtir des règles rationnelles. Là, je te parle de l'axiome. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas partir la monnaie d'autre chose? Et pour ça, donc, comprendre à quoi elle servait au départ. Il y a un truc qui est clair, c'est que tu ne peux pas déconnecter la monnaie du réel, vu que c'est un outil pour le réel. Or, eux ont déconnecté la monnaie du réel. Maintenant, tu peux spéculer, la monnaie, c'est une valeur. Je peux acheter de la monnaie et la revendre. La crypto, c'est quoi? C'est de la spéculation sur de la pseudo-monnaie. C'est même pas une monnaie, puisque sa valeur utilitaire, elle est négligeable. Sa valeur refuge, non, c'est très spéculatif comme marché. Donc, c'est sûrement pas des actifs. Elle est pas si facilement liquidable que ça. Puis tu peux rien acheter avec. L'unité de compte, excuse-moi, mais on est au milliardième de bitcoin là. Pour acheter une pizza, il faut un milliardième de bitcoin, ça n'a pas de sens. Enfin, je veux dire, voilà, les crypto-monnaies, c'est ni plus ni moins que la marche du financier pour nous imposer une déconnexion totale avec le réel. J'achète, je vends. Pantalon à une jambe, j'achète, je vends. Ben, c'est exactement pareil, j'achète, je vends de la crypto. Une monnaie doit être connectée au réel, doit être connectée à... Nous avons un système économique, un système capitaliste qui fonctionne avec le paradigme de la croissance infinie, et nous sommes sur une Terre qui a des ressources finies. Il y a un souci. L'argent doit être adapté au volume d'échange et au volume de richesse. Et pour ça, donc, il faut les évaluer, il faut qu'il y ait, voilà, faut qu'il y ait de l'indépendance, etc. Mais l'argent ne doit pas être laissé aux banques, qui nous a imposé, qui s'est imposé à nous. Si tu gagnes beaucoup d'argent, ouais, ça vaut le coup d'avoir une banque, mais quand tu es RMiste, qu'est-ce que tu en as à foutre de la banque? Elle passe son temps à te prendre des frais, elle te sert à rien, tu n'as même pas de découvert. Pourquoi tu veux aller sur une banque? Elle est là pour t'emmerder, la banque. Donc repartir sur un véritable paradigme, repartir, voilà, parce que à partir de là, ensuite, on peut trouver, si tu trouves quelque chose qui est connecté au volume d'échange, à la réalité, quelque chose en plus sur lequel tu n'as pas le contrôle. Tu vois, il y a un truc lorsqu'on te présente la crypto, on te dit la blockchain, c'est tout le monde a la main sur la monnaie. Ce qui n'est pas vrai, parce que c'est sur une plateforme, c'est dématérialisé. Mais bon, c'est pas très grave. Mais c'est beaucoup mieux que ne pas avoir du tout la main sur ta monnaie. Comme là, comme nous. Elle est dématérialisée. Demain, d'ailleurs, il y a des expériences qui se font, ils sont en train de tester les gens. On va retirer les billets et les pièces. Il y a des villes, je crois même il y a des pays qui s'essayent à ça. Tu n'as plus le contrôle. Il faudrait justement que la monnaie soit entre toutes les mains. Et pour ça, il faudrait qu'elle soit tangible. Non, mais c'est un vaste débat, là. C'est pour ça que je me suis permis de faire une vidéo uniquement sur la création monétaire, le pouvoir monétaire, sans rentrer aussi dans les complexités, parce que ça peut être très complexe. Je t'ai parlé de l'euro-dollar, je t'ai parlé du pétrodollar, mais on s'est servi d'une excuse pour petit à petit nous mettre un mal, quoi. Ah, t'as mal à la tête, tiens, hop, et il t'a donné le cancer. Eh ben oui, là c'est le cancer. La finance appauvrit le monde. Elle ne permet pas une meilleure redistribution du monde. Et le corps social national, là, c'est devenu un corps social international. C'est toute la Terre, le monde. Les richesses ne circulent pas. Il y a suffisamment de richesses, même si elles sont limitées, pour faire vivre des gens. Ce système a créé des besoins qui font que tu as des gens qui ont des besoins irrationnels et qui consomment beaucoup plus que les autres. Et ouais, excuse-moi, un shampoing, un après-shampoing, un re-après-shampoing, il y a du shampoing de trop. Tu comprends ce que je veux dire? Nous avons des besoins superflus qu'on n'aurait pas eu si le système ne nous les avait pas apportés. Système américain, tu sais, le soft power, les publicités, tout ça, il y a tout un tas de trucs, on n'y aurait pas pensé. On aurait même trouvé ça ridicule. Excuse-moi, on t'a vendu un ordinateur, ensuite on t'a vendu un ordinateur portable, ensuite on t'a vendu un téléphone portable qui faisait ordinateur, et puis maintenant on t'a créé la tablette qui est entre... En fait la tablette c'est quoi? C'est un téléphone, on a mis un écran, on a mis un clavier. Et ça, ouais, moi j'appelais ça le portable avant. Tu vois, on crée des besoins, des gammes de produits, des trucs. Il y a 40 ans, enfin si il y a 40 ans on pouvait le dire, mais enfin, acheter un téléphone 1000 euros,
excuse-moi, non, mais si tu es très riche, ok, mais 1000 euros dans un iPhone, par exemple, voilà, tu ne l'aurais jamais fait. Ben, ces trucs-là, on les a créés. 1000 euros dans un iPhone, alors qu'à la limite, tu pourrais prendre un autre téléphone, en plus, bien moins cher. C'est le coltan, c'est tous ces métaux précieux qui font qu'il y a la guerre aux Zaïre. Tu vois, tout est lié. C'est des ressources limitées qu'on aurait pu utiliser pour autre chose. Et qu'on utilise, on fait des guerres pour avoir ces ressources, pour assouvir des besoins qui ont été inventés par un système qui doit fonctionner en te présentant les choses de cette manière-là, c'est-à-dire voilà, c'est un système diabolique. Je te crée des besoins, tu as besoin de ces besoins, voilà, tu deviens toxico de ces besoins, je te les propose, et en même temps, pendant ce temps-là, je t'exploite et je vis grâce à toi, parce que tu es le système, tu me crées. Le système n'a plus qu'à prendre conscience de lui. Et ça, c'est l'IA qui le fera, pour ensuite se rendre compte qu'il a tout. Il a un corps, il a des cellules, il a un passé, il est en gestation, là. Encore une fois, c'est le Horus de 2001, Odyssée de l'espace, le bébé qui regarde la Terre, et qu'en fait il est encore dans le ventre et il va accoucher et il sera la Terre. C'est ça, c'est le grand œuvre des francs-maçons aussi. Je vous ferai une vidéo là-dessus, bien mieux que la première. Voilà, la monnaie, c'est la monnaie et le pouvoir monétaire, le pouvoir bancaire qui s'est approprié. Ce pouvoir monétaire, c'est l'enjeu. Si tu récupères ça, tu récupères tout le reste, même le politique, même le militaire, puisque le militaire est lié au financier et lié à l'argent. Si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'armée. Le cœur du problème, il est là. Le cœur nucléaire, comme ils disent. Lutter contre ce système qui devient diabolique, qui perd la tête, puisqu'il va se métamorphoser, il va procéder à une transition de phase pour devenir un être conscient. Et le Dieu qui crée, ils ne s'en rendent pas compte, euh, c'est récupérer sa souveraineté monétaire. Et récupérer sa souveraineté monétaire, c'est pas seulement détruire les banques et créer quelque chose qui deviendra la banque. C'est repenser l'argent différemment. L'argent ne doit pas servir à affamer des peuples ou à spéculer sur des peuples, à casser des systèmes et à créer des trucs. Hein. Quand Soros spécule sur la livre, c'est quand même des milliers d'emplois et des millions qui sont perdus aux dépens d'un peuple. Et oui. Alors tu vas me dire, oui, non, mais c'est de l'achat de devises, de l'achat-vente, ils perdent pas. Si, si, il y a des frais, il y a des choses qui se perdent. Il y a des licenciements. Quand tu as des fluctuations monétaires trop élevées, tu as des boîtes qui ferment. Tu as des petites PME. Il y a beaucoup de PME qui exportent. Hein. PME, 30 personnes, ils font des machines à outils. C'est des Allemands ou c'est des Français. Ils vendent au Bled, ils vendent à Tokyo, ils vendent là où tu veux. Mais il y en a beaucoup de. Voilà. Hein. La COFAS a été créée pour eux. La COFAS qui est un organisme qui les assure, ça c'est encore autre chose. Voilà, écoute, j'ai essayé de te faire quelque chose de complet, de complet, de novateur, de t'expliquer véritablement le cœur du problème. On n'est pas rentré dans les détails, je t'ai pas mis d'équation, je vais t'illustrer ça, mais surtout t'illustrer de manière soft, parce que l'objectif c'est que tu aies quand même une vue analytique, tu aies une analyse poussée, mais pas complexe. Voilà, je t'ai pas mis un diagramme de Pareto, je suis pas rentré dans les différents théoriciens de la monnaie, je ne suis pas rentré dans les... Voilà, tout ça, j'ai essayé de te faire ça de manière schématique, il y aura peut-être des petites erreurs, mais en tout cas, elles ne seront pas grossières les erreurs. Et voilà, donc tu n'as plus ton pouvoir monétaire. L'argent, qui constitue ta liberté. C'est ta liberté. Eh oui, je veux bien, l'argent fait pas le bonheur, mais enfin, dans une société où tout est monnayé, ta liberté, le pouvoir, potestat, je peux. Même pour aller au chiottes, il te faut du PQ, il faut l'acheter. Tu peux pouvoir. Voilà. Si tu veux récupérer ta liberté, donc ton pouvoir de, même de ne rien faire, bah ça passe par le pouvoir monétaire. Et avant tout, ça passe déjà par une meilleure compréhension de ce qui se passe dans un monde qui paraît complexe, mais qui en fait est surtout confus, où il y a un brouhaha, mais il n'y a pas vraiment de complexité. Il suffit de te poser, d'observer le monde, et ce que je te dis là sur la monnaie, tu le retrouves ailleurs, dans d'autres thèmes, et tu t'aperçois que finalement c'est très très simple. C'est le laisser aller, le confort que nous a proposé un système qui propose de moins en moins de... Ce système s'écroule quand il ne peut plus proposer ce confort, ce laisser aller, cette illusion. C'est ça la matrice. C'est des appartements bien chauffés, c'est des programmes télé, c'est l'illusion de liberté, c'est l'illusion de richesse. Voilà, tu crois que tu es riche, mais en fait parce que tu vis dans un pays riche, c'est l'illusion de tout un tas de choses. C'est ça la matrice du système. C'est pas, tu vois, c'est ça, c'est cette illusion-là qui fait que voilà,
T'as pas envie de te battre parce que ça fait mal de prendre des coups, parce que ça fait mal d'être dehors, ça fait mal de... Et puis au bout d'un moment, tu te laisses aller, le confort est si bon, tu t'assoupis petit à petit, et puis à la fin, tu te retrouves emprisonné, c'est-à-dire tu te retrouves à être la cellule d'un corps supérieur qui te dirige, tu te retrouves à être totalement endormi, à être un robot, un automate qui peut se réveiller. Et, voilà. Prochaine vidéo portera, alors ça courte, hein, elle portera sur les crédits subprime. On va en parler, les CDS, les subprime, pour bien en finir avec ce volume, avec ces vidéos, avec cette partie financière. Et ensuite, j'enchaînerai sur les différentes armées. Je parlerai un peu de forces armées, je parlerai un petit peu, voilà, j'étudierai certaines forces armées. Il y aura sûrement l'armée française, l'armée turque, l'armée iranienne, l'armée algérienne, l'armée russe, l'armée... Enfin voilà, je ferai ça. Je ne sais pas de quelle façon je ferai ça, mais voilà. Je vous remercie encore, on est de plus en plus nombreux, on est 28, ça fait plaisir. J'espère que ça vous convient. Et pour ceux qui arrivent, vous n'hésitez pas, il y a 2 vidéos à la demande. Il y aura 2 thèmes libres, hein. Il y a 4 thèmes de géopolitique, 4 thèmes. On essaye, hein, voilà, ce mois-ci, je vais mettre plus de vidéos, par exemple, hein. Si je peux monter à 13-14 vidéos ce mois-ci, je le fais sans négliger la chaîne Los Locos. Mais voilà, mais vous pouvez demander des thèmes. Après, au bout d'un moment, de toute façon, voilà, c'est comme pour les retraites, c'est comme pour l'armée turque, c'est comme pour d'autres, c'est comme pour l'Australie. À un moment donné, je vais m'y pencher. Vous êtes mes patrons et ça me fait plaisir de vous livrer ces vidéos. Puis là, voilà, là, on est motivé parce que on est entre gens motivés, donc ça donne envie. Voilà, donc nous sommes le 12, hein, il est 7 heures du matin, hein, et le temps d'illustrer ça, je ne sais pas quand est-ce que sera posée la vidéo, peut-être le 13, peut-être le 14. À la revoyure, mes patrons et patronnes.